Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 66 de notre émission Entre nous soit dit. Vous devinez, j'imagine, de quoi nous allons parler aujourd'hui. On peut évidemment parler de beaucoup de choses, mais la crise étant ce qu'elle est, il est difficile d'y échapper et elle a des aspects tellement multiples que pour en parler, nul n'était plus qualifié que Philippe Riès. Bonjour Philippe Riès. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, et les deux sujets que vous avez récemment traités en tant qu'écrivain sont de ceux qui, comme on dit, nous interpellent, puisque je vais présenter les deux ouvrages que nous avons eu le plaisir de lire récemment de vous. Le premier écrit en collaboration avec Philippe Jaffray, hélas décédé aujourd'hui, Le jour où la France a fait faillite, aux éditions Grasset, et puis Philippe Riès également, L'Europe malade de la démocratie, un titre assez provocateur, mais on sait pourquoi, aux éditions Grasset également. Alors effectivement, la faillite, elle est à l'ordre du jour en ce qui concerne les États. Pour l'instant, aucun État n'est vraiment déclaré en faillite, mais certains commencent à sentir le roussi. Et puis, bien entendu, l'Europe qui se comporte d'une manière qu'on pourrait qualifier de décevante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque à la dernière réunion qu'ont tenue les responsables européens, c'est-à-dire il y a quelques jours à Bruxelles, ils sont convenus de ne rien faire. Ce qui est quand même une attitude, ou en tout cas de ne pas faire grand-chose. Absolument. Voilà. Mais ces deux livres, en effet, surtout la France, le jour où la France a fait faillite, reprennent une actualité saisissante à la faveur, si j'ose dire, de cette crise. Notre scénario avec Philippe Jaffray, vous vous en souvenez, c'était que la France serait face à un défaut de paiement en 2012. On nous avait dit évidemment que c'était totalement irréaliste et que nous le pensions nous-mêmes. Et il se trouve que cette crise, et plus exactement la mauvaise gestion de cette crise, va se traduire par une dégradation absolument spectaculaire des finances publiques. J'entends bien qu'une partie de cette dégradation est conjoncturelle, mais il ne faut pas oublier que la France est un pays qui n'a jamais réussi à rattraper cette dégradation. Et donc que le passage de notre dette publique de 60 à 80, voire 90% du PIB, selon l'évolution de la crise, est particulièrement inquiétant parce que dans le passé, nous n'avons pas su prendre les mesures de redressement nécessaires et nous n'avons pas une économie suffisamment productive pour dégager des recettes qui permettraient, une fois la croissance revenue, de rétablir l'équilibre des finances publiques. Ça fait quand même 27 ans maintenant que tous les budgets sont en déficit et que chaque année, bon an, mal an, la dette publique s'accroît de plus de 40 milliards d'euros et cette année, ce sera plus de 100 milliards. Le ministre du Budget l'a lui-même reconnu. Alors précisément, votre livre, Le jour où la France a fait faillite, avait choisi une hypothèse qui politiquement ne s'est pas avérée juste. Vous aviez, non pas prédit, car ça n'était pas le but du jeu, mais imaginez que Ségolène Royal serait élue en 2007 et qu'au moment où Nicolas Sarkozy arriverait au pouvoir en 2012, à l'été, donc quelques semaines, quelques mois après son élection, la dégradation de la note de la France par une agence de notation précisément provoquerait donc cette crise qui aboutirait à la faillite. Alors, le seul élément que l'on puisse quand même ajouter, c'est qu'après tout, Nicolas Sarkozy avait fait aussi bien que Ségolène Royal dans votre livre, même s'il n'est pas évidemment responsable à 100% tant s'en faut de la crise elle-même, puisqu'elle est mondiale. Enfin, finalement, vous aviez très bien vu que 2012 n'était pas une date aussi invraisemblable que certains ont pu vous le dire à l'époque. Non, c'est une chose, si vous voulez, ce qui me paraît très important, c'est que le diagnostic sur cette crise est erroné et par conséquent le traitement de la crise est erroné. La deuxième chose, alors là ça renvoie à mon premier livre qui est beaucoup plus ancien, qui s'appelait Cette crise qui vient d'Asie et qui traitait de la crise financière asiatique des années 97-1998 que j'avais eu la chance de vivre en direct sur place. Et les leçons de cette crise n'ont pas été tirées. Elles n'ont pas été tirées d'ailleurs. Bien entendu, dans l'architecture internationale, on n'a pas remédié au vice majeur du système monétaire international, ou plus exactement d'ailleurs du non-système monétaire international, qui est le fait que les États-Unis peuvent librement et sans limite s'endetter en dollars, siphonner l'épargne mondiale, ce qu'on appelle en jargon technique les fameux déséquilibres globaux, et qui sont en fait à l'origine de cette énorme création de crédit
que la crise des subprimes a fait éclater et qui, du marché hypothécaire américain, a produit un phénomène de contagion sur l'ensemble des marchés de crédit. Et tant qu'on n'aura pas remédié à ce vice structurel du système monétaire international, dénoncé, je le rappelle, par Jacques Rueff, grand économiste français, au moment où le général de Gaulle est revenu au pouvoir, ou juste avant. Et ça, c'était la domination du dollar, mais surtout après 1971, quand la décision, ce que les Japonais ont appelé à juste titre le Nixon Shock, quand la décision de l'administration américaine de l'époque de suspendre la convertibilité du dollar en or a en fait fait sauter le robinet qui régulait plus ou moins la création de liquidités. Et nous sommes allés depuis cette époque de crise financière en crise financière, d'abord frappant les pays périphériques, l'Amérique latine en 1982, puis le Mexique en 1995-96, l'Asie émergente, on l'a vu, la crise japonaise qui est aussi reliée à ce mécanisme, jusqu'à la crise actuelle. Et ce qui me frappe beaucoup, et si vous regardez l'agenda du prochain G20 du 2 avril, dont on nous dit qu'il va être véritablement le tournant dans la gestion de cette crise, vous voyez que cette question du système monétaire international n'est absolument pas mise en jeu. Il y a, dans le précédent communiqué du G20, il y a au détour d'un paragraphe 2 lignes, et il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre qu'il s'agit de cela. Or, il faut absolument. Il y a d'ailleurs des voix aux États-Unis qui s'élèvent pour le dire. Il faut absolument que les Américains recommencent à vivre en fonction de leurs moyens. Le taux d'épargne américain est aujourd'hui en train de remonter brutalement, mais il est tombé à 0 et il a même été négatif pendant de très nombreuses années, avec ce postulat qu'en réalité, la consommation américaine serait indéfiniment financée par les épargnants japonais et chinois et aussi, il faut le dire, et c'est pour ça que l'Europe est entraînée dans cette bourrasque, parce que les banques européennes ont, entre 2000 et 2007, considérablement augmenté leurs engagements sur les États-Unis. Les chiffres de la BRI que j'ai publiés récemment prouvent que l'encours étranger, il faut bien dire essentiellement en dollars, des banques internationales a triplé. Il est passé de 10 000 à 30 000 milliards de dollars entre 2000 et 2007, et qu'on retrouve dans ces encours toutes les créances détenues par les banques européennes en dollars sur les fameux hedge funds, qui ont servi en fait à financer la machine de crédit aux États-Unis et à financer ces fameux produits dérivés devenus produits toxiques dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Alors précisément cette crise sur fond monétaire, ne l'oublions pas, de le signaler à ceux de nos lecteurs, de nos téléspectateurs, pardon, qui ne sont pas forcément des spécialistes de la chose monétaire, que le grand tort de ce système, c'est que le dollar, qui est perdu en quelque sorte par les États-Unis lorsqu'il achète quelque chose, revient ensuite à l'état naturel, si on peut dire, c'est-à-dire que les États-Unis ne détruisent jamais de dollars. Et du coup, il se trouve qu'il y a un afflux monétaire qui explique en partie aussi le système dans lequel les Américains se sont jetés et se sont maintenus. C'est un phénomène qui avait été parfaitement décrit par un très grand économiste de l'école autrichienne, Ludwig von Mises, dans sa théorie de la monnaie et du crédit, et ce qu'il appelait l'inflationnisme, et qui naturellement remonte à bien avant la crise de 1971, mais qui consiste finalement à décrire une politique dans laquelle les gouvernements, de manière délibérée, créent de la liquidité pour éviter d'avoir à faire un certain nombre de choix douloureux. Alors, on l'a vu au moment du choc pétrolier de 1974-76, c'est là en fait que le mécanisme de la dette publique commence à s'emballer, et au fond, au cours des 30 dernières années, on n'est pratiquement jamais revenu en arrière. Les disciplines qui existaient ont été des disciplines d'abord insuffisantes, et ensuite, dont je rappelle, notamment dans l'Europe palade de la démocratie, qu'elles n'ont pas été respectées, puisque en novembre 2003,
pour des raisons de convenance et pour des montants d'ailleurs assez ridicules aujourd'hui, 4 milliards d'euros dans le cas de la France, l'Allemagne et la France ont mis à mort le pacte de stabilité. Alors, on pouvait penser ce qu'on voulait du pacte de stabilité, mais c'était d'ailleurs le lien que je faisais avec la question de la démocratie. La démocratie, c'est le contrat. Et le contrat, c'est le respect de sa signature. À partir du moment où les deux premiers pays les plus importants, les membres fondateurs et la cheville ouvrière de l'Europe bafouent ou déchirent leur signature, il y a eu... Alors bon, les conséquences n'ont pas été les mêmes. Les conséquences n'ont pas été les mêmes. Parce que les Allemands, eux, malgré le fait qu'ils avaient en quelque sorte renié leur signature, ont continué sur une lancée vertueuse, peut-on dire, puisque à la veille de la crise actuelle, leur budget était en équilibre. Donc ils n'ont pas cédé aux mêmes défauts que nous. Les Allemands ont depuis 10 ans fait un effort considérable de compétitivité. Il faut d'ailleurs toujours rappeler que dans la même période, ils ont absorbé les coûts colossaux de la réunification avec l'ancienne Allemagne de l'Est. Ils ont d'une certaine manière respecté le pacte, l'esprit du pacte dont ils avaient renié la signature. En effet, ce que n'a pas fait la France. Bon, tout ça maintenant appartient à l'histoire, puisque on voit bien que les disciplines budgétaires sont en train d'éclater. Parce qu'il faut absolument, et d'ailleurs c'est aussi une chose qui est très importante dans la critique que l'école autrichienne fait de la gestion économique publique, il faut absolument, face à une crise de cette ampleur, que les hommes politiques, que les gouvernements paraissent faire quelque chose. Ce qu'ils font est en général inutile et même parfois carrément nuisible. Mais j'assimile ça à de la morphine. Vous avez un malade qui souffre beaucoup, en tout cas qui pense souffrir beaucoup, et donc il faut absolument faire quelque chose, donc on lui administre des doses massives de morphine. Mais ça n'est pas cela qui va le guérir. La seule chose qui peut le guérir, c'est la chirurgie, parce que nous avons dépassé depuis longtemps le stade de l'homéopathie, c'est la chirurgie, et la chirurgie appliquée à quoi? Essentiellement et prioritairement au bilan des banques. Ce que la crise japonaise nous a appris, c'est que, bien entendu, on peut, avec des doses considérables de morphine, maintenir le malade en vie, mais que pour le guérir, il faut nettoyer le mal à la racine. La racine du mal se trouve dans le bilan des banques. Tant qu'on n'aura pas fait la vérité sur ce qu'il y a dans le bilan des banques, et on ne le sait pas, alors qu'il y a des moyens de le savoir, et tant qu'on n'aura pas pris les mesures qu'on connaît, qui sont classiques, qui vont de la bad banks à la nationalisation si c'est nécessaire, pour nettoyer, j'utilise toujours l'utilisation à la paille de fer, le bilan de ces banques, il est impossible que la machine de crédit se remette à fonctionner normalement. Il est impossible de rassurer les consommateurs, les emprunteurs. Il faut savoir, c'est ce qu'on appelle les anticipations, les équivalences ricardiennes, que les gens savent très bien que cette dette publique qui est en train d'exploser, il faudra un jour la payer. Et par conséquent, ça influe sur leur comportement de consommateurs et d'épargnants. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Tous ces phénomènes sont parfaitement connus, on les a vus à l'œuvre dans la décennie perdue qu'a traversé le Japon, et malgré cela, les gouvernements, et au premier chef le gouvernement américain, répètent les mêmes erreurs. On maintient en vie des zombies, des morts-vivants, comme l'ont fait les Japonais. On ne s'attaque pas à un véritable travail de nettoyage du bilan des banques, et cette défaillance massive de la régulation qui a eu lieu aux États-Unis met aussi en cause, d'ailleurs il faut le dire, les autorités de tutelle bancaire en Europe. Elles n'ont rien vu venir, elles ont laissé se développer des phénomènes comme cette explosion des encours en dollars des banques européennes sans intervenir, et aujourd'hui elles sont étonnamment muettes. On a bien entendu étendu des garanties, mais on ne s'est pas attaqué véritablement à la racine du mal. Et tant que cela ne sera pas fait, nous ne verrons pas le bout du tunnel. Alors les déclarations aujourd'hui, hier plutôt, de M. Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, ressemble évidemment beaucoup à ce que les Américains appellent un wishful thinking, c'est-à-dire une pensée heureuse, quand il nous dit qu'il aperçoit les signes qui indiquent que nous pourrions sortir de la crise. Aussi bien aurait-il pu dire, comme le personnage
Being there, vous savez, bienvenue Mr. Chance, le printemps succédera à l'hiver. Bon, effectivement, on est à peu près dans ce genre de déclaration. Mais rien, hélas, rien ne vient étayer ce genre de déclaration. Et alors, on peut s'interroger, justement, vous venez de parler des banques, j'imagine que vous visiez au premier chef les banques américaines, mais les banques européennes, vous venez de le dire, sont impliquées lourdement dans cette affaire. Et quelle est la situation, à votre avis, aujourd'hui, des banques européennes, dans la mesure où on peut le savoir? Alors, bon, les situations sont assez contrastées, hein, parce que, d'ailleurs, encore une fois, je renvoie à ces statistiques de la BRI. On s'aperçoit de manière assez intéressante que les banques françaises avaient des positions relativement équilibrées. C'est-à-dire que finalement, elles n'étaient pas surexposées en dollars par rapport à leurs actifs en dollars, alors que le déséquilibre était massif pour les banques suisses, pour les banques du Royaume-Uni. Les banques espagnoles, elles, étaient, même alors de manière intéressante, débitrices en dollars, c'est-à-dire qu'elles empruntaient en dollars pour reprêter en euros sur leur marché domestique. Donc les situations sont contrastées. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que on a quand même perdu énormément de temps, puisque cette crise maintenant a pratiquement 20 mois, qu'encore une fois, on savait, les crises financières ont une sorte c'est une sorte de mécanique, et elles se répètent de manière, les processus sont finalement d'une grande banalité et fonctionnent à peu près toujours de la même manière. Donc on savait qu'il fallait attaquer cette question du bilan des banques. Je pense aujourd'hui encore que la situation des banques françaises, globalement, je mets à part Natixis bien entendu, n'est pas mauvaise. Ce qui me trouble beaucoup, encore une fois, c'est le silence des autorités de tutelle sur, j'espère qu'elles font ce travail, qui consiste à essayer de savoir ce qu'il y a exactement dans les banques, dans les bilans des banques. Il faut dire aussi que le changement, plus exactement l'adaptation des règles comptables, le fait qu'on ait autorisé les banques à ne plus appliquer la valeur de marché. On peut bien entendu discuter du fait de savoir si c'était oui ou non une erreur d'introduire la valeur de marché. Balle 2. Mais le fait de changer les règles en cours d'exercice fait qu'il y a maintenant évidemment une très grande incertitude sur ce qu'il y a véritablement. On a pu démontrer sur les bilans annoncés par les principales banques françaises que selon qu'on maintenait l'application de la fair value, de la valeur de marché, ou que l'on je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ou qu'on appliquait une autre méthode de comptabilité, le résultat opérationnel et le bénéfice de la banque étaient très différents. Donc il y a une très grande incertitude. Je ne pense pas que la nationalisation soit aujourd'hui quelque chose qui s'impose en France. Je crois véritablement que la clarté est absolument indispensable. Je m'étonne du silence retentissant des autorités de tutelle, qui manifestement n'ont pas compris que faire... Je renvoie à la crise japonaise. La crise japonaise a été caractérisée, s'agissant des banques, par le fait que pratiquement tous les ans, les banques japonaises réévaluaient le montant de leurs mauvaises créances, de leurs créances pourries, sur des emprunteurs qui étaient incapables de rembourser, spéculateurs immobiliers, chaînes de grands magasins, enfin tous ceux qui avaient cédé à la folie de la spéculation. Et ça a duré des années. Et chaque année, le bilan des mauvaises créances était réévalué, et chaque année, les économistes disaient non, ça ne peut pas être vrai. Les banques vont bien, mais ça ne peut pas être vrai. Croire. Bon. Et on recommence la même erreur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas. Cela a duré jusqu'au jour où un gouvernement réformateur, celui de M. Koizumi, avec notamment en charge de ce secteur, du secteur financier, un économiste du secteur privé de l'université Keio, Eizo Takenaka, a décidé qu'on allait véritablement ouvrir les livres, regarder ce qu'il y avait, et c'est absolument indispensable, car on ne peut pas commencer à nettoyer si on est toujours dans le noir. En tout cas, c'est un exercice extrêmement difficile. Vous savez, c'est la fameuse image de l'éléphant dans une chambre où il fait totalement noir. On n'arrive pas à déterminer la nature de l'animal, puisque selon les parties que l'on touche, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Le bilan des banques, c'est celui-là. Il est probable,
je ne dirais pas plus loin, que celui des banques françaises est plutôt moins dégradé que ce qu'on a pu voir au Royaume-Uni ou en Suisse. Mais ça n'est pas une certitude, et de toute façon, nous ne le savons pas. Et les acteurs économiques ont besoin de le savoir. Les banques entre elles ont besoin de le savoir. Et ça, c'est la responsabilité des régulateurs. Alors, dans ces conditions, les milliers de milliards que M. Obama a décidé d'injecter dans l'économie américaine risquent d'être des injections sans effet, ou en tout cas avec très peu d'effet, puisque finalement, tant que les banques ne joueront pas leur rôle, on a beau injecter de l'argent, ça produit un petit effet, ou un effet même moyen pendant peu de temps. On l'a vu d'ailleurs lorsque le gouvernement de M. Bush a injecté de l'argent sous forme de réduction d'impôts, ou sous forme même d'attribution de subsides. Bon, ça a duré 2 mois, 3 mois. Et là, actuellement, le plan Obama semble quand même ne pas avoir l'approbation des marchés, puisque depuis qu'il est arrivé, bon, vous direz que la bourse n'est pas le seul critère, mais enfin, on ne peut pas dire que c'est eu un effet très positif. Non, ce plan, d'ailleurs, comme son prédécesseur, le plan Paulson, ont été très critiqués. Il y avait d'autres solutions, je l'ai dit, commençant par le traitement des mauvaises créances des banques. Il y avait certainement aussi un traitement ciblé à faire sur ce qui est l'origine du mal, c'est-à-dire l'insolvabilité d'un certain nombre d'emprunteurs sur le marché hypothécaire américain. Si vous voulez, pour utiliser une formule que l'on connaît bien en France, ce que fait l'administration Obama, c'est grosso modo du traitement social du chômage. Et on sait, pour l'avoir pratiqué en France pendant des décennies, que cela ne marche pas. Que ça, encore une fois, c'est comme la morphine, ça atténue la douleur, mais ça ne traite pas la maladie. Alors... Mais ça va quand même produire, pardonnez-moi de vous interrompre, mais ça va quand même produire des dettes absolument gigantesques qui vont évidemment être imputées au bilan de l'État cette fois-ci et qui vont à un moment ou à un autre devoir être traitées. Alors le traitement, ce sera vraisemblablement de l'inflation. C'est ce que croit là. Si vous voulez, quand vous arrivez dans ce type de situation, il y a en effet 2 possibilités. L'une, c'est le défaut, pur et simple. Donc ça, c'est la Russie, c'est l'Argentine, c'est un certain nombre de pays d'Amérique latine avant ça. Il y a des pays qui font du défaut en série, qui sont comme les serial killers. Alors l'Argentine en est un, la Russie aussi, si on remonte aux emprunts russes. C'est évidemment la sortie la plus déstabilisante et la plus dangereuse. Donc, la plus douce, c'est en effet l'inflation. Je l'ai écrit il y a très longtemps. Je l'avais même dit dans une réunion publique à Tokyo en disant aux Japonais qu'ils ne reverraient jamais l'argent qu'ils prêtaient aux États-Unis parce qu'il serait remboursé en monnaie de singe, c'est-à-dire en dollars dévalués, à travers en effet une vague d'inflation massive. Et vous ont invité à vous faire harakiri, j'imagine. Non, pas du tout. Non, les Japonais sont des gens extrêmement civilisés. C'était devant une audience de financiers organisée par le ministère des Finances. Évidemment, c'était un produit. Mais l'avantage des journalistes, c'est qu'ils ne sont pas diplomates. Ils peuvent dire un certain nombre de vérités désagréables à entendre. Et en général, enfin, s'ils ont le courage de le faire, on ne leur en tient pas rigueur. D'ailleurs, les Japonais le savent. Ils le savent très bien. Les Chinois sont malheureusement tombés dans le même piège parce que cette dette dont vous parlez, je rappelle qu'elle n'est pas financée par l'épargne américaine. Non. Le taux d'épargne américain est en train de remonter aujourd'hui massivement parce qu'il y a un effondrement de la consommation. Donc il remonte dans les pires conditions, bien entendu. Il n'est pas fondé sur la création de richesse, il est fondé au contraire sur un processus d'appauvrissement. Mais la Chine est tombée dans le même piège, et d'ailleurs on voit très bien aujourd'hui qu'elle cherche des voies de sortie. Le gouverneur de la Banque de Chine, qu'on appelle la Banque populaire de Chine, de la Banque centrale chinoise, a laissé entendre la semaine dernière, en marge de la réunion annuelle du Parlement chinois, que la Chine allait encourager désormais les entreprises chinoises à facturer leurs importations et leurs exportations en yuan, c'est-à-dire en fait, elle a essayé de sortir du piège du dollar. Mais malheureusement, la Chine fait ça très tard. D'ailleurs, quand le Japon est tombé dans cette trappe dans les années 80, de nombreuses voix s'étaient aussi étonnées qu'un grand exportateur continue à libeller toutes ses transactions commerciales dans une monnaie qui n'était pas la sienne. Malheureusement, les tentatives d'internationalisation du yen se sont heurtées d'abord au fait que les Américains n'en voulaient pas, et au fait que le pouvoir politique japonais n'a jamais eu le courage de mener cette bataille.
C'est d'ailleurs une question qui doit interpeller les responsables européens. L'Europe est la première puissance commerciale mondiale. Elle est aussi la première puissance financière. Elle a une balance des comptes courants qui est équilibrée ou excédentaire. Et elle continue néanmoins à accepter que des secteurs entiers des échanges internationaux se fassent dans la monnaie américaine. Qu'il s'agisse de tous les produits de l'énergie, qu'il s'agisse de l'aéronautique civile, etc., etc. Encore une fois, le statut particulier du dollar, le statut privilégié du dollar, comme le disait Jacques Rueff, est à la racine de toutes les crises. Et très singulièrement de cette crise-là. Il faut absolument en sortir. Et je ne cesse de m'étonner que compte tenu de la tradition intellectuelle française dans ce domaine, les gouvernements français successifs, et celui-là tout particulièrement à la veille d'une échéance importante comme celle du G20 à Londres, ne remettent pas cette question sur la table. Peut-être ne veulent-ils pas fâcher encore plus un environnement qui l'est déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, je partage votre sentiment, je crois que le G20 ne peut déboucher sur rien de vraiment sérieux, sauf sur une déception. Et là, nous risquons d'avoir, compte tenu des attentes qui se sont exprimées, nous risquons d'avoir effectivement de nouvelles réactions négatives, et en particulier au niveau des bourses, qui risquent d'enfoncer leur plus bas, et à ce moment-là, on va se retrouver peut-être au niveau d'il y a 20 ans ou 30 ans, et ça c'est effectivement une crainte que tous ceux qui ont pu investir en bourse peuvent légitimement nourrir. Alors nous allons marquer une brève pause technique puisque nous arrivons à la fin de la première partie. Je crois que nos téléspectateurs ont besoin de souffler un tout petit peu, pas nous parce que nous sommes en pleine forme, tout va bien, et nous vous retrouvons tout de suite. A tout de suite donc pour la poursuite de cette émission. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Philippe Riès. Philippe Riès qui est journaliste et écrivain, et je ne vous ai pas dit que, en tant que journaliste, il a dirigé des bureaux très importants de l'agence France-Presse, le dernier en date étant celui de Bruxelles, ce qui vous donne une connaissance, Philippe Riès, de la mécanique européenne hors pair, car quand je dis mécanique, je crois savoir ce que je dis. Il s'agit de quelque chose de très complexe dans lequel il faut s'aventurer à pas compter si l'on veut espérer comprendre quelque chose. Je rappelle également à nos téléspectateurs le titre des deux derniers ouvrages de Philippe Riès, l'un écrit avec Philippe Jaffray, Le jour où la France a fait faillite, aux éditions Grasset, et également aux éditions Grasset, L'Europe, malade de la démocratie. Deux ouvrages de factures d'ailleurs différentes, mais où le ton est vif dans un cas comme dans l'autre. Je dirais que Le jour où la France a fait faillite est non seulement une étude économique, mais un excellent roman. Parce que en plus, les personnages sont, d'abord, ce sont des vrais personnages qui sont décrits avec la distance nécessaire, mais avec beaucoup de vie, avec beaucoup d'humour, peut-on le dire aussi, même sur un sujet comme celui-là. Et puis, l'Europe malade de la démocratie, je dirais que vous ne mâchez pas vos mots. C'est un pamphlet. Oui, c'est un pamphlet, et un pamphlet mesuré quand même, dans la mesure où vous n'avancez rien que vous ne puissiez prouver, mais enfin, la vigueur est présente au rendez-vous. Alors, nous venons d'évoquer bien sûr le problème des banques et le problème du traitement actuel de la crise. Bon, à la crise financière et bancaire s'est ajoutée maintenant une crise économique sur la durée de laquelle les experts semblent assez divisés. Il faut se dire qu'une immense majorité des experts pensent qu'elle va être longue. Et puis il y a un certain nombre de personnes, dont Robert Barrault aux États-Unis et donc Jean-Jacques Rosa aussi en France, qui considèrent que jusqu'à présent, il n'est pas absolument certain, d'une part, que nous descendions au degré de dépression, même à la définition de la dépression, parce que d'après ce qu'ils définissent, c'est 10% sur la totalité de la durée de la crise, et d'autre part, que finalement, cette crise n'est pas très différente de crises qui l'ont précédée. Le seul point qui me paraît quand même un peu douteux dans leurs affirmations, qui sont des affirmations prudentes quand même, c'est qu'au fond, on n'a pas encore exactement, et vous venez de le dire très largement, mesuré le véritable degré d'atteinte bancaire. Et c'est ça qui probablement rend la situation plus incertaine. S'il n'y avait pas ces incertitudes bancaires, on pourrait dire effectivement qu'on est dans un cas de figure, après tout, grave certes, mais pas catastrophique. Enfin bref, ça, l'histoire n'est partageable. Je ne sais pas si sur ce plan vous avez une opinion. Si vous voulez,
la crise dite de l'économie réelle, il y a évidemment toute la dimension qui est liée à la défiance, et donc à cette sorte de grève dans laquelle sont entrés les consommateurs, les investisseurs, d'une certaine manière les épargnants, qui fuient la bourse pour investir dans des valeurs dites sûres. Vous observez que, en dépit de tout ce que nous avons expliqué, les bons du Trésor des États-Unis sont considérés toujours comme un placement refuge. Donc pour le moment, en effet, les États n'ont pas de problème, y compris le Trésor américain, n'ont pas de problème de financement des montants colossaux qui sont injectés, mais dont je rappelle, les chiffres sont très intéressants, que ces montants colossaux ne parviennent pas à compenser le retrait des acteurs privés. Ils le compensent en partie, mais en partie seulement. Et il est clair que tant que les acteurs privés ne rentreront pas de nouveau dans le jeu économique, ne sortiront pas de cette grève, de cet attentisme, la machine ne repartira pas. Mais à l'intérieur de cette crise, il y a évidemment des différences sectorielles très importantes. Alors, prenons par exemple l'industrie automobile aux États-Unis. L'industrie automobile aux États-Unis, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps un papier qui était un parti pris qui s'appelait « Il faut détruire Détroit ». Ça m'a valu un certain nombre de critiques assez virulentes de lecteurs, dont je comprends très bien la réaction. C'était tout à fait provocateur. Mais il faut comprendre que l'industrie automobile est arrivée au bout d'un modèle, qui est fondamentalement le modèle fordiste, sur lequel elle a vécu pendant plus d'un siècle. Et je m'appuyais sur les travaux de deux consultants que j'ai connus pendant mon long séjour en Asie, Graham Maxton et John Wormald, qui considèrent que ce modèle, dans lequel en fait chaque industriel de l'automobile fabrique ou fait fabriquer par ses sous-traitants des pièces qui devraient être totalement interchangeables, et comme le moteur, la boîte de vitesse, etc., est un modèle qui repose sur des gaspillages absolument colossaux. À cela s'ajoutent, bien entendu, les surcapacités de production qui existaient dès avant la crise. Et John Wormald, d'ailleurs, a une formule très drôle. Il dit, pour expliquer en quel point ce ne sont pas les entreprises qui sont en cause simplement, mais le modèle même de l'industrie automobile, il dit quel est le point commun entre la RDA et Toyota. Eh bien, la RDA, il dit, c'est le meilleur dans un très mauvais système. C'est-à-dire que Toyota, qui cette année a annoncé pour la première fois de son histoire quasiment des pertes considérables, tirait le mieux son épingle du jeu, mais dans une économie complètement folle, où le gaspillage est grosso modo la règle, parce que pourquoi faut-il que chaque constructeur fasse son propre moteur? Le moteur c'est exactement comme si en informatique, chaque fabricant d'ordinateurs faisait son propre microprocesseur. On sait très bien que l'informatique est sortie de ce système depuis très longtemps, que tous les motherboards sont fabriqués à Taïwan ou dans des usines taïwanaises en Chine, et c'est ce qui a permis grosso modo la baisse massive du prix de l'informatique et l'augmentation des capacités ou des performances. L'industrie automobile n'a pas vécu cela. Et elle a vécu sur l'idée que finalement, l'achat de l'automobile n'était pas un achat rationnel, c'était un achat partiellement rationnel, mais en grande partie émotionnel, et qu'on était prêt à payer. Ça, c'est en train de finir. Et l'industrie qui naturellement souffre le plus est aussi celle des États-Unis, parce que, également là, on retrouve la crise financière, le financement de ce marché américain automobile à 16 ou 17 millions d'unités par an était un financement totalement artificiel. On savait très bien comment ça fonctionnait. Les Américains finançaient leur consommation à travers le renouvellement, la renégociation de leur crédit hypothécaire fondée sur le fait que la valeur des maisons ne cessait de monter. Donc il y avait une large partie de ce marché automobile qui était fictif, qui était financé sur une dette insoutenable. Le mode de financement ayant disparu, le modèle industriel étant obsolète, vous avez une crise absolument phénoménale où en effet le marché américain baisse de 50%. Et General Motors, anciennement premier constructeur mondial, se trouve de facto en faillite. Et Chrysler, bien entendu, ne va pas mieux. Donc là, on a un accident financier
accident d'ailleurs n'est pas vraiment exact, parce qu'encore une fois, cette crise était prévisible, peut-être ni le moment, ni l'ampleur, mais la mécanique qui a conduit à la crise était parfaitement lisible, et ce phénomène, cet accident financier majeur vient se combiner avec une crise structurelle. Et donc l'industrie automobile est face à une révolution qui doit la faire sortir du modèle fordiste. Et pour revenir au problème des capacités, on sait qu'actuellement l'industrie automobile a quelque chose comme 90 ou 95 millions de véhicules de capacité, alors qu'on en vendait 65 millions. Donc les 30 millions de capacité en trop, ça implique à un moment ou à un autre la nécessité de couper dans un certain nombre de branches. Alors revenons quand même, si vous le voulez bien, à ces problèmes d'épargne. Parce qu'il y a un problème, moi, qui me préoccupe depuis quelque temps, quand je vois et que j'entends un certain nombre de personnages en France, et notamment ceux qui entourent le président de la République, nous expliquer que le problème français n'est pas le même que le problème des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, car ces pays ont un taux d'épargne, enfin avaient un taux d'épargne, puisque celui des Américains, vous l'avez dit, a remonté ces temps-ci, mais que nous avions un taux d'épargne important. Alors, la question que je me pose, parce que les journalistes économiques qui interrogent ces hautes personnalités ne leur demandent pas, mais où est l'épargne des Français? Parce qu'en réalité, quand on vous parle d'un taux d'épargne, la véritable épargne que vous avez, c'est celle que vous avez sous votre matelas. Parce que le reste, c'est déjà dans les déficits de l'État. Donc, quand vous avez de l'assurance vie, il est dépensé, ça n'est plus votre épargne. Si l'État peut vous rembourser tout de suite, alors effectivement, c'est de l'épargne. De même, la caisse d'épargne ou la caisse des dépôts finance la construction, etc. Alors, je ne dis pas que c'est de l'argent qui a disparu complètement, mais je crois que c'est totalement fictif. Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais moi, ça me frappe beaucoup les grandes spéculations que l'on fait sur le taux d'épargne des Français en disant il faut mobiliser l'épargne des Français. J'ai entendu même un certain nombre de journalistes éminents, ils le sont tous d'ailleurs, expliquer cela. Alors, est-ce que ça ne vous paraît pas étrange, ces affirmations? Bien, c'est vrai que le taux d'épargne en France est 15%, de l'ordre de 15%. Là encore, c'était le même cas au Japon. Et vous vous apercevez aujourd'hui que les ménages japonais ont le taux d'épargne des ménages japonais, qui était très très élevé, a été passé à la moulinette dans cette crise, parce qu'il a bien fallu d'abord qu'ils tirent sur leur épargne pour vivre. Leur épargne en plus avait un taux de rendement qui était faible, et aujourd'hui le taux de rendement de l'épargne un peu partout dans le monde est extrêmement faible, puisque juste les taux sont très bas. Et comme nous l'avons évoqué précédemment, il y a en plus la menace à terme de l'inflation, dont on sait très bien qu'elle a pour effet majeur d'être un impôt considérable sur les épargnants, puisque, bien entendu, c'est l'épargne qui souffre dans les périodes d'inflation. Alors, est-ce que pour autant cette épargne effective, elle dépend? Bien entendu, les spécialistes vous disent, mais de toute façon, c'est ce dogme que nous avions attaqué, de toute façon les États ne peuvent pas faire faillite, puisqu'ils ont le privilège régalien de lever l'impôt, et que, en principe, cette capacité à lever l'impôt, en théorie, est sans limite. Bon, on sait naturellement que même en économie fermée, c'est une fiction, parce qu'on finit par tuer la bête, sur laquelle on veut prélever la laine, et deuxièmement, en économie ouverte, c'est encore plus une fiction, puisqu'il y a une véritable compétition fiscale. Quelle est la solution? La solution, c'est évidemment, de refondre totalement notre fiscalité, qui est littéralement aberrante. J'ai des désaccords avec beaucoup de mes amis sur ce point, mais en matière de fiscalité, j'utilise toujours la même formule: qui veut faire l'ange fait la bête. Il n'y a pas de système fiscal idéal. Et le système fiscal doit correspondre à un objectif économique. Il faut combiner 3 éléments, qui sont la simplicité, parce que si le système fiscal n'est pas simple, c'est l'encouragement à la fraude et c'est la création de niches et de rentes. Et la France est un spécialiste en la matière. Deuxièmement, l'équité, car en effet, le système fiscal doit être équitable, mais encore une fois, l'équité est une notion relative. Il faut, et la troisième
dimension, c'est l'efficacité économique. Et il ne faut pas privilégier l'un des trois. Si vous privilégiez l'équité, c'est le fameux faire payer les riches, vous avez inévitablement un désastre économique à la clé parce que vous tuez la création de richesse. Si vous privilégiez l'efficacité, vous arrivez en fait à un système qui est, puisque le corps économique est un corps vivant, vous êtes obligé de développer d'épouvantables usines à gaz pour aller traquer les revenus dans tous les coins où ils iront se cacher. Et si vous privilégiez absolument la simplicité, il est vrai que dans des économies complexes comme les nôtres, ça pose un problème. Mais je prends l'exemple de la Slovaquie. On a fait allusion tout à l'heure aux difficultés auxquelles se heurtaient un certain nombre des nouveaux États membres. Quel est celui qui a réussi? Je ne parle pas de Malte et de Chypre, qui sont vraiment des microéconomies, ni même de la Slovénie, qui était beaucoup plus avancée. Mais prenons la Slovaquie. Slovaquie qui rentre dans l'Europe avec un héritage politique et économique extraordinairement lourd. La Slovaquie était, je le rappelle, l'usine d'armement de l'ancien pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie disparaît, la structure industrielle de la Slovaquie est dévastée, il y a la rupture avec la République tchèque, etc. Ce pays a adopté un modèle fiscal qui correspondait à son objectif, qui était la convergence la plus rapide possible avec l'Union européenne et l'entrée dans la zone euro. Ils ont donc adopté la flat tax, taux unique de 19% sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Je ne dis pas que c'est la recette à appliquer en France. Notre économie est différente, notre histoire est différente, nous sommes beaucoup plus avancés. Ça a été une réussite absolument spectaculaire. La Slovaquie s'est qualifiée pour la zone euro, elle y est rentrée au 1er janvier 2009, elle est donc aujourd'hui préservée des catastrophes qui s'abattent sur un certain nombre des pays nouveaux membres parce que leurs ménages se sont endettés en monnaie forte, parce que leurs déficits budgétaires n'ont pas été contrôlés, et qu'aujourd'hui, avec la dévaluation de leur monnaie, évidemment, le poids de la dette, c'est ce qu'on avait vu dans la crise asiatique, le poids de la dette explose. Que la dette soit en euros ou en francs suisses, le résultat est le même. Donc, encore une fois, il faudrait qu'il y ait en France un véritable débat sur quelle est la fiscalité dont nous avons besoin, compte tenu de notre structure économique, la nature de notre commerce extérieur, notre position en Europe, nos objectifs sociaux, à long terme, notre démographie. Et qu'il y ait une véritable remise à plat de la fiscalité, avec, encore une fois, l'objectif absolument essentiel de la simplicité, mais aussi de l'équité. Alors la question que, justement, après ce développement qui est très éclairant, qui pose parfaitement le problème, la question qu'il faut se poser, c'est quelle fiscalité pour quelles dépenses? Parce que si vous ne définissez pas les dépenses, il va de soi que la fiscalité sera fixée dans un inconnu total. Or, ce qu'il faut quand même noter, c'est que la France dépense plus que la quasi-totalité des États européens, et que, pour ne prendre la comparaison qu'avec l'Allemagne, qui est quand même notre principal concurrent et partenaire, nous dépensons pratiquement 9 points de PIB de plus qu'elle. L'Allemagne n'est ni sous-administrée, ni socialement rétrograde. C'est un État qui fonctionne quand même à peu près bien, et en tout cas au moins aussi bien que le nôtre. Donc il me semble que là, au-delà des propositions que vous venez de faire, le vrai débat devrait porter actuellement en France sur le niveau de la dépense. Nous dépensons trop, et ça n'est pas les simplifications de caractère homéopathique que je vous propose qui sont de nature à changer les choses. Moi, je suis assez pessimiste, pour tout vous dire, sur les réformes qui pourraient être faites. Nous dépensons trop, et surtout, je dirais, nous dépensons mal. Parce que, en effet, l'an dernier, je crois, la France a dépassé la Suède en termes de dépenses publiques, c'est-à-dire de la part du PIB, de la création de richesse annuelle du pays qui est absorbée d'une manière ou d'une autre par la dépense publique. Nous sommes à pratiquement plus de 54%. Et en même temps, donc nous sommes numéro 1 en Europe dans ce domaine, et en même temps, nous sommes assez mal classés, je dirais, dans le milieu du peloton. Il me semble que c'est l'IFO, l'Institut allemand, qui fait ce calcul tous les ans, en ce qui concerne la réduction des inégalités.
C'est-à-dire que la Suède dépense beaucoup, mais elle a un modèle social qui marche, qui fonctionne, le fameux modèle nordique. Et finalement, le choix de société des Suédois est d'accepter ce niveau élevé de dépenses publiques parce qu'ils considèrent, grosso modo, qu'ils en ont pour leur argent. En France, il y a un écart considérable entre le niveau de la dépense publique et le contraste avec des inégalités qui restent très importantes. Quelle est l'explication? L'explication, c'est la rente. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs qui, en réalité, bénéficient de manière tout à fait anormale de ces mécanismes de redistribution. Parce que si la redistribution fonctionnait bien, comme c'est le cas en Suède, nous aurions un niveau élevé de dépenses publiques, mais aussi un niveau faible d'inégalité sociale. Or, nous combinons les deux. C'est là qu'est le problème. Encore une fois, bien entendu, si le choix des Suédois, ils le confirment, y compris quand il y a des gouvernements libéraux ou conservateurs, est de préserver ce modèle social. Le modèle social français ne fonctionne pas. Il est cher, il ne fonctionne pas. Il n'a pas tous les défauts de la Terre, mais il ne fonctionne pas, en tout cas, il n'a pas l'efficacité économique qu'il pourrait avoir. Et donc, il faut s'attaquer à ces rentes. Alors, la rente principale, bien entendu, c'est celle qui découle du coût de fonctionnement de l'État, qui est en France absolument exorbitant et qui tient, on le sait très bien, à la très grande difficulté à réformer la fonction publique. Je rappelle que les sociodémocrates suédois, qui ne sont pas des ultralibéraux, ont mis fin, grosso modo, au statut de la fonction publique en Suède. Les administrations en Suède sont des administrations de mission. Lorsque la mission est accomplie, l'administration disparaît. Je cite souvent l'exemple de l'ambassadeur du Danemark à Bruxelles qui me disait qu'il était sous un contrat quasiment de droit privé, qu'il pouvait être licencié dans des conditions légales, avec un processus légal, en 2 mois. Le coût de fonctionnement de l'État en France est absolument considérable. Et puis il y a toutes les rentes qui sont liées au fait que les gens, notamment en France, où il faut dire que la culture économique est extrêmement faible, le niveau de culture économique est assez bas, où on considère toujours que le libéralisme, c'est forcément la casse du modèle social. Ça n'est absolument pas ça. Vous pouvez avoir une économie, je rappelle le modèle scandinave, qui est tout à fait avancée dans le domaine social, mais qui repose sur des marchés de produits et de services qui, eux, sont des marchés libéralisés, qui sont donc des marchés efficients, qui créent de la richesse. Les économies scandinaves sont des économies très ouvertes, sont des économies extrêmement concurrentielles. On crée de la richesse. Ensuite, la manière dont on la redistribue, c'est un choix social. C'est cette clarification qui n'est jamais faite en France. Et on l'a vu très bien, c'est un des exemples que j'ai pris dans mon dernier livre, à propos de la fameuse directive sur les services, où les Français se sont opposés à cette directive en considérant qu'elle conduisait à la casse sociale. Il ne s'agissait absolument pas de cela. Il s'agissait, encore une fois, des marchés de biens et de services. Et ensuite, c'est quand même 70% de l'économie française. C'est la création de richesse. Et si vous ne libérez pas le potentiel de ces marchés, vous ne créez pas la valeur que vous pouvez ensuite redistribuer en fonction de vos choix sociaux. Mais cette ignorance volontaire ou involontaire sur la différence entre la création de richesse et sa redistribution fait que nous sommes toujours en France sur des débats idéologiques qui n'ont absolument pas lieu d'être. Car, encore une fois, si le choix des Français est d'avoir un modèle social extrêmement redistributif, c'est leur choix. Mais en réalité, ça n'est pas leur choix. On ne leur a jamais posé les problèmes dans ces termes. Et par contre, tout ce qui se met en travers de la création de richesse à travers des marchés dynamiques, des marchés ouverts, des marchés concurrentiels, des marchés dans lesquels la compétition s'exerce, aboutit en réalité à un appauvrissement économique et au fait que le modèle social lui-même ne peut plus être financé. D'ailleurs, pour illustrer votre propos, rappelons que les fameux 550 milliards d'euros qui sont distribués au titre des dépenses sociales chaque année, dont se flattent
en tant qu'amortisseurs, les tenants de l'État actuellement, n'ont jamais été votés. Bon, je sais bien que le Parlement vote une loi de financement de la sécurité sociale, mais elle se contente de ramener les crédits antérieurs sur le devant de la scène et de les affecter d'un pourcentage d'augmentation. Mais le fondement même de notre politique sociale n'a jamais été voté. Ce sont des accords, le plus souvent avec des partenaires dits sociaux, on les appelle soucieux même maintenant, pour reprendre ce que disait Romain Gary, mais qui sont ensuite étendus. Mais il n'y a jamais eu vraiment de débat, au sens propre du terme, sur une masse qui représente quand même plus de la moitié des dépenses publiques. On évoque toujours, quand on arrive sur ces sujets, enfin les gens qui sont suffisamment âgés évoquent toujours bien entendu la grande figure de Pierre Laroque et la manière dont on a créé le système social français à la Libération. Mais, encore une fois, la plupart des institutions qui ont été créées à la Libération l'ont été créées dans un contexte économique et social qui était radicalement différent. Et que, pratiquement 70 ans plus tard, on continue à fonctionner sur les mêmes paradigmes est proprement ahurissant. Encore une fois, je le répète, les pays scandinaves, d'ailleurs, parfois, c'est le cas vraiment de la Suède parce qu'ils ont traversé des crises financières importantes. Ça a été le cas au début des années 90 pour la Suède. Et d'ailleurs, la manière dont ils ont traité le problème de leur banque reste encore très très riche d'enseignements et de leçons aujourd'hui même, puisqu'ils n'ont pas commis les erreurs que les gouvernements américains et européens sont en train de commettre aujourd'hui. Ils ont nationalisé et nettoyé pour revendre. Eh bien, ils ont modifié ces situations qui sont des situations historiques, mais qui ne correspondent absolument plus à la situation actuelle. Nous avons une fiscalité qui est fondée essentiellement sur le travail, c'est une aberration. Nous avons une fiscalité de stock, et c'est une aberration. Il faudrait avoir une fiscalité sur les flux, il faudrait avoir une fiscalité qui véritablement soit un encouragement à l'activité économique et pas un frein. Mais ce débat n'a pas lieu, il n'a jamais lieu. Il a lieu de manière marginale. Un dernier point, je fais le contraire de ce qu'il faut faire. Les questions d'actualité, on les situe d'abord au départ de l'émission, mais là, je voulais quand même vous entendre sur des problèmes beaucoup plus graves, mais encore que celui-ci le soit aussi, la Guadeloupe. Il se passe quand même des choses étranges. On a rétabli le contrôle des prix. Il a été supprimé en 1986. Désormais, ce sont les préfets qui fixent les prix sans parler du reste. Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose d'étrange ? Comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement délicat. Je ne suis absolument pas un spécialiste. Ce que je sais, c'est que, d'abord, il faut le savoir, dans la zone Caraïbe, les départements français, parce qu'ils sont des départements français, bénéficient naturellement d'un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé que la plupart de leurs voisins. Donc, je ne dis pas que c'est une anomalie, c'est le produit d'une histoire, mais c'est la réalité. Ça pose bien entendu d'énormes problèmes concurrentiels lorsque on se trouve en concurrence, par exemple, dans l'industrie du tourisme. Et on sait très bien que ces îles ont d'énormes problèmes dans l'industrie du tourisme, aussi d'ailleurs parce que la mauvaise qualité des relations sociales fait que le service n'y est pas bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette situation artificielle est aggravée naturellement par le fait que, ça renvoie à mon propos précédent, ce sont des économies de rente. Et ces rentes sont multiples, et ces rentes sont accaparées, il est vraisemblable en tout cas, encore une fois je ne suis pas un spécialiste, par des intérêts, mais on avait la même situation dans les colonies, qui ne sont pas les intérêts de la société dans son ensemble, qui sont des intérêts de groupes privilégiés, D'où l'explosion du système. D'où l'explosion du système. Il n'y a pas de concurrence dans l'approvisionnement, il n'y a pas de concurrence dans toute une série de secteurs. On a typiquement une économie de rente qui est accaparée par une petite minorité. Je n'exonère absolument pas les méthodes qui sont employées par un certain nombre de gens là-bas, mais la réalité économique est celle-là. Troisièmement, n'oublions pas que ces territoires sont sous perfusion, à la fois perfusion sociale et aussi perfusion économique. Je rappelle, c'est l'anecdote, que l'ensemble des Européens, pas seulement les Français, les Polonais, les Slovaques et les autres, payent pour subventionner la banane martiniquaise ou la banane guadeloupéenne, parce qu'il y a un système de protection de la banane produite en Europe, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les Canaries espagnoles et je crois aussi pour Madère au Portugal, enfin c'est tout petit, et là c'est un coût dont on ne parle jamais, mais que le consommateur européen paye à chaque fois qu'il achète une banane. Eh bien, sur cette histoire de banane,
nous allons interrompre notre conversation. Il faudra que vous reveniez évidemment rapidement pour nous parler de l'ensemble des développements qui vont, à mon avis, être de plus en plus rapides. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment de nous avoir tenu compagnie, si je puis dire, éclairé. Et je rappelle le titre de vos ouvrages, Philippe Jaffray et Philippe Riès, Le jour où la France a fait faillite, aux éditions Grasset, et aux éditions Grasset également, Philippe Riès, L'Europe malade de la démocratie. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Gardez courage malgré les événements difficiles. À bientôt. Vive la France.